c'est toujours la même histoire. Il y a toujours un moment où, je sais pas, les gens s'ennuient ou j'en sais rien. Et on commence à faire du foin autour de rien. Mais vu l'ampleur que ça prend, on est obligé d'en parler. Et bon, vous commencez à connaître le principe de cette chaîne. Le but, c'est d'en parler, de réfléchir autour et surtout d'analyser si finalement on peut pas en tirer des choses intéressantes, même parfois des débats les plus futiles. Et aujourd'hui, on va parler de Blanche-Neige. Alors moi, Blanche-Neige, j'ai été au courant parce que j'ai vu vite fait l'hashtag passer sur Twitter, que j'ai vu 2-3 personnes en parler, mais vite fait quoi, vraiment. Et en fait, j'ai été assez étonné de voir autant de gens en parler, surtout que moi, cette polémique, j'en ai entendu maintenant il y a mais vraiment très longtemps. Enfin, je crois vraiment, sans déconner, ça fait 5 ou 10 ans qu'on en parle dans les milieux féministes, donc c'est vraiment pas quelque chose de nouveau, quoi. Mais bon, bref, je vois que beaucoup de gens s'emportent, et je trouve que justement sur Internet, les gens s'emportent parfois très vite sur des choses et créent un effet Streisand. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'effet Streisand, c'est le fait de mettre en avant quelque chose, par exemple de scandaleux, et en fait le fait de le mettre en avant, ça le met encore plus en avant, et encore plus de gens en parlent, et donc au final quelque chose qui serait resté bien caché et pas aux yeux du monde, se retrouve finalement encore plus mis en avant, simplement par le fait que des gens s'en indignent. Voilà. Et c'est exactement le cas pour moi, puisque cette polémique de Blanche-Neige, je l'ai vue notamment passer sur Twitter, et j'ai trouvé un article qui reprenait tout depuis le début, et ça c'est plutôt agréable. Donc on va en parler, on va en discuter, et et on va un peu démêler le vrai du faux, l'intéressant du non intéressant. Bref, Blanche-Neige et le consentement, au fond compte l'histoire de la polémique, même eux le mettent entre guillemets, depuis le début. Dans le petit monde des contes de fées qui ont bercé notre enfance, Blanche-Neige occupe une place importante. Et les nombreuses réactions suscitées par un article rédigé à quatre mains par 2 journalistes américaines, massivement relayées par les médias francophones, en sont une preuve. Moi je l'ai pas vu passer, mais c'est probablement passé dans des médias. Mais face à cette histoire fondée sur une compréhension parcellaire de la position initiale des autrices, nous vous proposons une remise en contexte. Retour donc sur ce conte et sur le débat qu'il a créé en ce mois de mai 2021. De la critique d'attraction à la polémique. Pour retrouver l'origine de la polémique, pas la peine de remonter à fort lointain, ou de se rendre dans un pays imaginaire. C'est le 1er mai dernier que l'article, qui a depuis été cité dans de nombreux articles de presse francophone, paraît sur le site du San Francisco Gate. Julie Tremaine et Cathy Down, qui signent le papier, racontent comment elles ont vécu la réouverture du Disneyland californien. Alors on parle d'articles francophones, parce qu'en Belgique, du coup, souvent, hein, les gens s'informent dans les articles en Belgique, mais aussi dans les pays limitrophes, et notamment la France. Donc voilà, bref. Petite précision. Nouvelles attractions et modifications sur les attractions qui faisaient déjà rêver petits et grands, les nouveautés sont à la hauteur de l'événement. Parmi elles, l'attraction dédiée à Blanche-Neige, dont le film est sorti en 1938, qui s'offre une nouvelle jeunesse. L'article raconte, entre autres, que des modifications ont été apportées notamment sur l'aspect visuel et audio de l'attraction. Parmi les illustrations qui ornent les lieux, il y a cette scène où le prince embrasse Blanche-Neige endormie. Elle remet en cause non pas le bien fondé de la scène dans le film de 1938, mais l'ajout de la scène dans l'attraction de 2021. D'autant que depuis #MeToo, les prises de position du géant du divertissement ont toujours été en faveur d'un lissage de ces contenus, avec notamment l'apparition de messages indiquant des personnages ou visions problématiques dans certains de ses plus vieux films, mais aussi plus récemment en rendant certains contenus inaccessibles au profil de moins de 7 ans. De ce contexte, on comprend que l'article n'est ni une critique du film, ni du conte. Il questionne plutôt l'incohérence d'une forme de réactualisation de la scène problématique en 2021, alors que l'entreprise a déjà pris position en défaveur de ces images, certes acceptables à l'époque où les films ont été produits, mais plus dans la société contemporaine. Et la conclusion appuie une fois de plus en ce sens. Pourtant, avec les lumières scintillantes tout autour et les effets spéciaux magnifiques, cette scène finale est magnifiquement exécutée, tant que vous la regardez comme un conte de fées, pas une leçon de vie.
Alors, euh, moi je savais même pas que ça parlait de ça en vrai. J'ai été voir le hashtag sur Twitter, j'ai vu les gens qui s'enflammaient et en fait j'ai vraiment l'impression que déjà 90% des gens étaient à côté du sujet. Parce que je ne savais même pas, donc comme vous savez moi les articles, je regarde juste s'ils sont vite fait intéressants et souvent je les découvre en même temps que vous finalement. Pour le coup, là, je pensais que c'était par rapport, encore une fois, à la fameuse scène du baiser dans Blanche-Neige. Mais comme je vous dis, qu'on parle dans les milieux féministes depuis 5 ou 10 ans, quoi. Sans déconner, ça fait vraiment des années. C'est vraiment pas nouveau, quoi. Ce que je voyais sur Twitter, c'est vraiment les gens semblaient genre parler de cette scène-là et du dessin animé. Mais jamais j'ai vu la mention de l'attraction. Donc déjà, le message a beaucoup changé, j'ai l'impression, entre Twitter et la nouvelle, la véritable, le véritable scandale, entre guillemets. Alors ici, c'est si vous voulez voir, hein, voilà. Moi, j'ai pas été dans le manège non plus, donc je n'ai absolument aucune idée, hein. Mais voilà, hein, bon. Bon, c'est juste une vidéo avec l'attraction. Le féminisme et Disney, une longue histoire. Le postulat est clair, le questionnement n'est quant à lui pas neuf. Dans une campagne déjà qualifiée de choc par certains médias qui l'avaient relayé, l'ONG Amnesty International déconstruisait les appréciations du consentement diffusées dans Blanche-Neige ou La Belle au bois dormant. Car depuis MeToo et la libération de la parole qui a suivi, l'importance des relations mutuellement consenties, aussi chastes soient-elles, n'a jamais été aussi importante. Et en fait, la vidéo est très cool, je vais vous montrer encore une fois qu'une seule partie, pour des questions de droit d'auteur et aussi de respect aussi pour ceux qui font le contenu, de pas juste leur montrer et voler entre guillemets des personnes, des viewers, des spectateurs à ces gens. Mais ils ont fait une super vidéo qui montre très bien en fait la pensée féministe et pourquoi est-ce que pour les féministes c'est un problème. Je précise quand même parce que je sais qu'il y en a qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont, encore une fois, c'est un peu, vous savez, comme ceux qui entendent capitaliste et qui se croient que c'est une insulte, ou ceux qui entendent communiste et qui croient que c'est une insulte. Féministe, ce n'est pas une insulte, d'accord ? Féministe ne veut pas dire extrémiste, féministe veut juste dire quelqu'un qui est pour l'égalité de droit entre les deux sexes, ok ? Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui vont venir et qui vont tiquer là-dessus. Bref. Donc elle montre très bien ce qu'on reproche en fait au Disney et en effet il faut pas oublier que les Disney c'est très très vieux et donc évidemment que ça a une vision différente du monde que celle qu'on a aujourd'hui, hein. Rien qu'au niveau du racisme, au niveau de discrimination, au niveau aussi de la liberté sexuelle par exemple, hein, c'est quelques exemples parmi tant d'autres, bref. What the f? Dude, seriously. Yeah, dude. Seriously. What? Voilà, je vous montre que le début, mais grossièrement, si vous voulez voir le reste, je vous invite à cliquer sur l'article et à aller voir la vidéo originale. Mais c'est une super vidéo d'Amnesty International et assez bien animée. Et en effet, c'est ça qui dérange dans les Disney et d'ailleurs dans les contes de fées de manière générale, hein. C'est ce fameux prince qui va sauver la princesse qui est souvent impuissante, souvent dans un idéal de beauté, et qui, notamment, surtout, hein, les épisodes de baiser, qui, bah ouais, ça choque aujourd'hui, évidemment, de se dire, alors évidemment, à l'époque, c'était acceptable, mais justement, aujourd'hui, on peut pas montrer ça en disant, bah ouais, c'est normal, c'est bon... tranquille, enfin, il n'y a rien qui change, c'est bon, tout le monde va bien le comprendre. Non, parce qu'effectivement, on n'embrasse pas une fille qui dort. On va pas tout à coup, enfin, en tout cas, tant que vous n'avez pas eu son consentement avant, quoi, c'est sûr. Oui, en fait, il faut pas, genre, enfin, ça me paraît en fait tellement logique à dire que c'est un peu, enfin... je sais pas quoi, c'est juste normal. Enfin, c'est un peu, vous savez, je sais pas moi, si. Ouais, je sais pas. Bon, bref, je pense que tout le monde comprend. Cela fait des années qu'on parle de ça, confirme de son côté Noémie Caillart, experte en genre et jeunesse au Monde selon les femmes.
Au travers d'actions politiques, de campagnes sur les réseaux sociaux ou de formations, cette ONG milite pour des relations construites sur l'égalité, la diversité et la solidarité. Le sujet des représentations véhiculées au travers des Disney les plus cultes est d'ailleurs aussi évoqué dans une vidéo qu'elle publie en 2018. Et la preuve en plus que c'est pas totalement à côté de la blague, c'est que même Disney l'assume et l'accepte. Alors on sait que Disney, voilà, ils veulent aussi... ce sont des commerciaux avant tout, hein, ils font pas ça par charité forcément, mais... le fait qu'ils l'assument et puis qu'après ils n'en tiennent pas compte dans leurs attractions, c'est vrai que c'est problématique. Normalement, quand on prend une ligne de conduite, on la tient jusqu'au bout, on fait pas à moitié. Donc à ce niveau-là, pour moi, hein, selon moi, c'est critiquable. Maintenant, il y a aussi le fait, bah oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est important de recontextualiser. On va pas montrer, je sais pas, vous allez pas montrer à des enfants enfin je sais pas, je sais pas, quelqu'un qui se fait couper la tête alors qu'au Moyen-Âge on le faisait par exemple. On montrait aux gosses voilà, par exemple une scène de chasse. Vous n'allez peut-être pas montrer une scène de chasse à des enfants comme ça, où on va dépecer un animal alors qu'au Moyen-Âge on le faisait. Vous voyez, les mœurs changent et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi accepter. Et il faut pas avoir cette espèce de réactance, hein, cette espèce de « Ah non, on ne change pas les traditions, etc. » Ça, c'est vraiment le mauvais côté simplement de ces informations, quoi. Mais les visions de genre problématiques vont bien au-delà de dire que le baiser non consenti de Blanche-Neige n'est pas ok, ajoute-t-elle. Le destin des filles est souvent présenté comme l'attente du prince charmant comme unique but. Il n'y a pas la possibilité d'attendre une femme ou de se construire toute seule, par exemple. Voilà, ça c'est ce que j'expliquais déjà un peu plus tôt. Ici c'est une vidéo un peu humoristique pour expliquer le harcèlement et la culture du viol. Voilà, je vous la montre pas forcément parce qu'en réalité ils expliquent des évidences si vous connaissez déjà le harcèlement et la culture du viol. Si vous la connaissez pas, c'est une manière sympa d'être informé sur le sujet. Aux origines du conte, mais ce que fait ressurgir le déferlement de commentaires indignés est à quel point les contes de fées sont des marqueurs de notre société. Bien loin d'un balance ton porc, rares sont ceux qui peuvent dire qu'ils n'ont pas eu de ces histoires, parfois farfelues, en tête en lisant cet article. Et pour cause, les contes remplissent une fonction bien précise depuis la nuit des temps. Le conte de fées est le successeur du récit mythologique. Il a une fonction d'apprentissage au monde, à sa violence, mais aussi de la sexualité. En réalité, les contes sont des histoires qui traitent de ce à quoi on doit préparer les enfants, analyse Vincent Engels, professeur de littérature à l'UCL Louvain. Auparavant, et avant même qu'elles soient transcrites sur papier par Perrault ou les frères Grimm, ces petites histoires permettaient aux enfants d'appréhender le monde auquel ils allaient être confrontés. On va proposer 1000 choses pour assurer les enfants. Les histoires sont essentielles pour cela. Ces récits étaient auparavant racontés par les femmes à leurs enfants. Les femmes étaient les vecteurs des contes car ce sont elles qui avaient la charge de l'éducation des petits-enfants, de l'apprentissage et si l'enfant posait problème, c'est aussi sur elles que cela retombait, précise Chris Paulis. Cet anthropologue de l'ULiège, l'université de Liège, avant c'était l'université de Louvain, ajoute que si aujourd'hui les auteurs de contes ne sont pas des autrices, c'est parce que les femmes n'étaient à l'époque pas autorisées à entrer dans l'espace public. Pas question donc d'imaginer qu'elles puissent signer un ouvrage. Et effectivement, pendant l'avènement de la littérature, on refusait que les femmes écrivent. Mais c'était interdit, vraiment. Il y avait pas... Il y en a quelques rares qui l'ont fait, mais alors elles ont dû le faire sous des pseudonymes, en se faisant passer pour des mecs. Donc évidemment, c'était donc la vision des hommes à l'époque, et c'est pour ça que c'est important de le souligner, c'était la vision des hommes à l'époque, et c'était pas une vision mixte. Ce n'était pas forcément ce que les femmes voulaient, mais c'était ce que les femmes étaient forcées de raconter. Alors forcé, me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus, hein. On leur mettait pas un couteau sous la gorge, mais c'était interdit. Donc voilà, interdit, ça veut dire que ça donc, si on voulait leur mettre un couteau sous la gorge, on pouvait. Et les exemples sont légion dans l'imaginaire collectif. Ainsi, la mauvaise image dont souffre la belle-mère dans de nombreux contes était une diabolisation, fondée sur la peur des mères de voir la nouvelle compagne de leur mari s'emparer des richesses de l'enfant s'il était veuf. Elles étaient une menace à la fois pour le patrimoine et l'héritage de la famille. Les contes étaient donc une façon d'être sûr que tout ce qui appartenait à l'homme restait bien dans la famille, ajoute-t-elle. C'est hyper intéressant, ça je savais pas du tout. Blanche-Neige n'échappe pas à la règle, selon Vincent Engels, qui y consacre d'ailleurs une partie du cours qu'il dispense à ses étudiants.
Blanche-Neige raconte l'accession d'une jeune fille à la maturité sexuelle. Les nains représentent les enfants avec qui elle ne peut pas avoir de relations sexuelles, et le sommeil est la maturation, le temps nécessaire à attendre pour recevoir ce baiser, interprète-t-il. Et le passage de Disney a d'ailleurs contribué à lisser le conte originel de Perrault, puisque la scène du baiser n'y figure pas. La version d'anthologie présente une vision beaucoup plus nécrophile que Disney a choisi d'aborder de manière beaucoup moins violente, assure-t-il. Dans la version originale, le prince veut conserver le corps de Blanche-Neige car il est épris de sa beauté. Un nain trébuche ensuite en transportant le corps, ce qui fait recracher à Blanche-Neige le morceau de pomme. Mais donc, en fait, c'est ça que je trouve très marrant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, le fameux débat « Ah oui, mais il faut absolument pas changer les contes, c'est le conte originel !» Mais Disney a lui-même changé le conte originel, parce que Disney lui-même considérait que ce n'était pas adapté à son époque. Et en fait, c'est ça que je trouve trop marrant, c'est qu'aujourd'hui, on est traditionnaliste sur un conte qui, lui-même, a dû transgresser ce traditionnalisme de son époque. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc en fait, s'il y avait eu un Disney aujourd'hui, un Walt Disney qui avait dû refaire Blanche-Neige, pour le remettre à la mode, il se serait fait, mais défoncer. Mais défoncé, quoi. Non, mais Blanche-Neige, ça se passe comme ça, le baiser, il est primordial, alors qu'en réalité, de base, il n'y avait même pas de baiser. On parle même de nécrophilie, c'est un peu chelou. Reconnaître le passé pour le critiquer. Cancel culture. Alors oui, le terme cancel culture, on va en parler maintenant parce que cancel culture, ça m'énerve profondément. Culture de l'annulation, le mouvement woke qui caractérise l'éveil d'une génération par rapport au diktat d'une société patriarcale. Ces termes ont envahi le débat lorsque le baiser de la princesse blanche comme un linge a refait surface dans l'espace médiatique jusqu'au titre de certains articles. La crainte exprimée par bon nombre de fans de Disney ou non est que le géant du cinéma d'animation ampute notre culture d'une partie de ses œuvres pour satisfaire une certaine façon de penser. Au monde, selon les femmes, il n'est pas question d'effacer le moindre détail qui a fait de Blanche-Neige l'œuvre culte qu'elle est devenue, et qui est exprimée sous le clavier de nombreux internautes. Et ça, c'est vrai que je l'ai beaucoup lu, je l'ai énormément lu sur Twitter, et bref, donc ils sont complètement pas à côté de la plaque quand ils disent ça. Si on fait ça, on ne sait plus pourquoi on se bat. Nous sommes plutôt favorables à montrer la bonne voie, pas à annihiler, insiste Alicia Novice, experte en genre et médias de l'ONG. Elle souligne aussi que les choses évoluent selon elle. Les films parus ces dernières années ne présentent plus du tout l'image unilatérale de la princesse qui attend son prince. Elle cite d'ailleurs l'exemple de Vaiana, cette héroïne dévoilée au grand public en 2016, mais pour en arriver là, les critiques faites aux œuvres plus anciennes ont été nécessaires et donc utiles et productives, et sans elles, l'évolution n'aurait donc pas été possible. Vaiana qui est très cool, je trouve d'ailleurs. À l'époque, j'étais hyper critique, j'étais en mode bof, et puis en fait, il est très très chouette. Très très chouette. Moi, j'ai envie de dire, par rapport à la cancel culture, pour la parenthèse, ça m'énerve profondément. Parce que la cancel culture, oui, ok, il y a des mecs, effectivement, pour faire taire, d'autres gens vont les spammer de signalements et vont profiter finalement des failles des réseaux sociaux pour les faire taire. Sauf que faire taire ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est de la cancel culture. Tout le monde fait de la cancel culture, en fait, à partir du moment où tout le monde défend une opinion. Et en fait, la cancel culture, c'est juste l'inverse du débat. Et sur Twitter, ceux qui se plaignaient de la cancel culture, je trouve, faisaient eux-mêmes de la cancel culture, puisqu'ils veulent absolument pas qu'on remette en question, quitte à faire taire ces gens-là, ils veulent absolument pas qu'on remette en question le baiser dans Blanche-Neige. Mais du coup, en fait, voilà, j'ai pas vu la vidéo, encore une fois, d'Astronogeek sur la cancel culture, mais c'est vrai que moi, cancel culture, c'est un terme qui m'énerve énormément, parce que s'il y a de la cancel culture aussi, c'est parce qu'en fait, à force de mettre en avant à force de mettre en avant justement ceux qui se font cancel, eh bien, on met en avant les causes de ceux qui, de ceux qui cancellent, en fait. Donc, c'est un peu, pour moi, c'est vraiment un cercle sans fin. À force de se plaindre de la cancel culture, il y en aura de plus en plus. Parce que c'est un peu, pour moi, c'est un peu le piège aussi du terrorisme. On se rend compte pourquoi est-ce que les gens en manifestation deviennent de plus en plus violents. C'est parce que depuis qu'il y a eu des terroristes qui ont explosé, qui en se faisant exploser, ont fait beaucoup parler d'eux et de leur cause, on se rend compte que, bah ouais, faire une manif pacifique qui va juste faire un petit titre dans le journal en disant tout s'est bien passé, c'était pacifique, et puis ils ont fait d'un point A à un point B et tout a été bien, ça va faire moins parler de lui que si dans une manif il y a eu 300 flics de blessés et 600
300 manifestants à interpeller pour telle cause. Et encore moins, tout ça fera encore moins de bruit qu'un terroriste qui va se faire exploser et qui va tuer 10 personnes, quoi. Et en fait, pour moi, c'est là le problème, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de ces gens qui cancellent ? Est-ce qu'en fait, ces gens qui veulent cancel, voilà, ces gens qui veulent imposer leur opinion, est-ce qu'en fait, le mieux, ce ne serait pas de les ignorer ? Est-ce que le mieux, ce ne serait pas plutôt de les détecter et de eux, voilà, éventuellement, si vous voulez, vraiment les détecter et les bloquer pour ne plus avoir à les voir ? Alors oui, après, mais je trouve que les réseaux sociaux deviennent quand même de plus en plus accurés à ce niveau-là. Mais effectivement, s'ils vous bannissent de réseau et vous empêchent d'avoir une parole, c'est chiant. Mais d'un autre côté, à force de parler de cancel culture, pour moi, hein, je dis vous, mais en fait, on encourage la cancel culture. Et c'est pour ça que pour moi, il faut arrêter de parler de cancel culture. C'est pas de la cancel culture en fait. C'est, je sais pas, ça peut avoir plein de noms. Il y en a qui sont dans les cancel culture, il y en a qui sont fanatiques, il y en a qui sont traumatisés, il y en a qui sont en faiblesse, en détresse psychologique, il y en a qui au contraire sont sûrs d'eux, il y en a, voilà, c'est tellement de choses différentes. On peut pas juste réduire ça à soi-disant des gens qui veulent faire taire le monde. Enfin non, je trouve que ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. Alors à ce moment-là, on est tous dans une certaine cancel culture, quoi. Parce que voilà, toi t'es de gauche, donc forcément tu vas vouloir faire taire ceux qui sont de droite. Toi t'es de droite, donc forcément tu vas vouloir faire taire ceux qui sont de gauche. Mais non. Et pour moi, la seule chose qu'il faut faire, c'est juste être toujours ouvert au débat. Et ceux qui ne sont pas ouverts au débat, eh bien, laissez-les, tant pis, ce n'est pas grave. S'ils vous font chier, ne les suivez pas. Bloquez-les s'il le faut, vraiment, si vous trouvez qu'ils sont trop fermés pour le moment, mais ça sert à rien de crier au cancel. Évidemment, c'est mon opinion, et je vous invite à mettre la vôtre en commentaire, bien sûr, si vous êtes en désaccord. Il faut prendre conscience du passé pour pouvoir le corriger, abonde de son côté Chris Police. Nous vivons dans des sociétés qui ont été façonnées essentiellement par des hommes pour les hommes, et modifier un conte pour en gommer certains aspects est une façon de réduire la capacité de prise de conscience. Ainsi, la polémique suscitée autour de Blanche-Neige n'est-elle pas l'une des meilleures façons de rappeler que non, ce n'est plus toléré par quiconque en 2021 d'embrasser quelqu'un qui n'a pas témoigné son consentement préalable. Ainsi, sans le conte, puis le dessin animé qui font partie de notre passé, on n'aurait pas forcément autant conscience de la nécessité d'évoluer vers une société plus inclusive. Ça, c'est le genre d'article que j'aime bien. Ça, pour moi, c'est un article de fond, c'est un article intéressant, un article cool. Donc, je sais pas qui l'a écrit. Eh ben, GG Maxime Fatways. Voilà. Je le trouve assez bien écrit. C'est en tout cas le postulat défendu par l'anthropologue. Il est important de respecter et de comprendre comment les choses étaient vues selon les époques, mais il y a aussi une importance de contextualiser les choses pour connaître l'histoire et pouvoir se dissocier des comportements qui étaient jugés acceptables ou non par le passé. Les contes sont donc des appréciations des valeurs d'une certaine époque, plus forcément celles d'aujourd'hui, et c'est comme ça qu'il faut les lire. Personne n'empêche quelqu'un, aujourd'hui, de créer un conte moderne en accord avec les valeurs de 2021. C'est comme ceux, d'ailleurs, pour la parenthèse, qui parlent de Napoléon. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, enfin, c'était pas aujourd'hui, c'était hier, je crois, un truc du style, ou c'est bientôt, on s'en fout, du bicentenaire de Napoléon. Et on voit beaucoup de gens qui reviennent avec, notamment en France, Napoléon qui représenterait la République. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Napoléon était un empereur. Et en fait, c'est marrant parce que il y en a qui, et c'est ça le danger, c'est qu'il y en a qui reprennent par exemple Napoléon, mais comme un exemple pour le 21e siècle. Or, Napoléon n'est pas du tout un exemple du 21e siècle. Ok, c'est pas la pire des sous-races, c'est peut-être pas la pire des enflures, ça c'est encore à débattre, mais vraiment, par contre, ce n'est pas non plus un dieu vivant, quoi. C'était un putain d'empereur, c'était un dictateur. Aujourd'hui, on vit dans des démocraties, les gens demandent tous qu'on revienne à plus de démocratie, donc il faut arrêter de déconner, il faut arrêter de dire que Napoléon, lui, il savait maîtriser sa population. Mais en même temps, c'était un empereur, quoi. Donc voilà, je trouve qu'il faut avoir du recul, parce que avec tout ce qui est du passé, en fait. Et ça peut être parfois du passé récent, quand on parle par exemple du 11 septembre, il y en a déjà quelques mois après, le 11 septembre, qui disait mais il faut prendre du recul, il faut pas se figer dans le temps, il faut pas se figer à un instant T, quoi. Il faut prendre du recul, voilà. Et je pense que cette chaîne, d'ailleurs, c'est son but premier, qu'on prenne tous du recul, moi le premier.
C'est en tout cas comme ça qu'on envisage la sensibilisation au monde selon les femmes. Dénoncer est une chose, mais ce qu'il faut, c'est envisager une reconstruction. C'est comme ça qu'on travaille, notamment dans les écoles. En connaissance du conte original, on essaie d'imaginer d'autres fins ou encore de changer la place des personnages, insiste Alicia. Elle est rapidement rejointe par sa collègue Noémie qui rappelle que les enfants vont de toute façon être confrontés à des représentations sexistes, racistes ou non inclusives. Ce qui importe, c'est de pousser les enfants à déconstruire ces stéréotypes, conclut-elle. Et ils ont bien raison, et c'est pour ça d'ailleurs, hein, je me permets de terminer là-dessus, mais c'est pour ça que la culture est si importante, et c'est pour ça qu'il faut défendre la culture, parce que c'est le rôle de la culture. Vraiment, hein, que ce soit la science-fiction, que ce soit la peinture, la sculpture, ce que vous voulez, hein, l'art abstrait, mais c'est toujours de questionner notre monde présent, et c'est pour ça que c'est important que la culture soit présente tout au long de, je pense, hein, de la vie de l'humanité, parce que c'est elle qui, notamment au niveau sociologique, hein, permet de, par exemple, voilà, si on doit adapter Blanche-Neige aujourd'hui, il faut pouvoir penser à d'autres fins. Et c'est pour ça que, aussi, je suis contre ceux qui parlent de cancel culture, parce que j'ai l'impression que ceux qui parlent de cancel culture, pardon, j'arrive plus à le dire, tellement ça... eh bien, eux-mêmes s'enferment dans de la cancel culture, et par exemple, ici, se battraient corps et âme pour que Blanche-Neige ait cette fin-là et pas une autre, quoi. Mais non, aujourd'hui, en 2021, ce serait trop cool que Disney refasse un Blanche-Neige avec peut-être de nouveaux animateurs, de nouvelles animations, un espèce de reboot ou remake avec une fin différente, plus adaptée à notre époque. Alors bon, Disney, après, c'est une multinationale et elle représente pas forcément la culture, je vous avoue, mais que ce soit Disney, mais que ce soit même des artistes ou des peintres, ou j'en sais rien. Voilà, ok? Telle est mon opinion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus, peut-être, une autre dimension que l'on peut retrouver dans ce débat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à mettre votre opinion en commentaire, évidemment, c'est hyper important, hein. S'il y a des choses que je n'ai pas dites, s'il y a des choses qu'il faut corriger, s'il y a des choses que, voilà, vous dites, ah ben purée, moi je pense autre chose. Tant que c'est poli et que c'est courtois, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, la bise!